se succèdent et ne se ressemblent pas. Mais le plaisir, en tous les cas, est toujours le même que de retrouver Daniel. Bonjour. Bonjour Fidèle, à toutes et tous. ma fidèle Daniel, Emmanuel qui devient Bonjour aussi, Gérard, bonjour à fidèle. vous tous. Frédéric, non, pas tout le temps, mais quand elle est là, c'est un plaisir. Je te remercie. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour à mes chroniqueurs préférés. Voilà. Et puis Christian. Bonjour à tous. Grand plaisir d'avoir Frédéric tout près de moi. Oui. Partagez, Christian. On va commencer à travailler, les enfants. Du jingle d'actualité. On va parler de choses excessivement intéressantes, mais pas ragoûtantes, comme dirait l'autre. Le réseau d'assainissement en Martinique présente de nombreuses faiblesses. Stations d'épuration vétustes ou sous-dimensionnées, difficulté à localiser précisément les points de rejet en mer. Vous savez de quoi je parle, hein, risque de fuite ou de déversement accidentel entre la station et le point de rejet, ce qui justifie le projet TRAMIC dont tu vas avoir un grand plaisir à nous... Exactement, TRACMIC, si je peux me permettre. TRACMIC, pas TRAMIC. Traçage des contaminants microbiens d'origine humaine, qui avait été lancé en 2021, qui est aujourd'hui sous l'égide d'une maîtresse de conférence, Madame Renée Trouillefou, à l'Université des Antilles. Donc l'objectif, c'est de retrouver la trace de l'ADN du micro-organisme, des bactéries pathogènes dans nos eaux. Nos eaux, rivières, mangroves ou mers. Et ce qui est inédit dans ce projet, c'est qu'on ne se contente plus de mesurer uniquement les coliformes et de pouvoir les identifier grâce aux mesures, mais on va vraiment pouvoir les identifier grâce à l'ADN. Donc je suis allée faire mes petites recherches sur ce qu'on peut trouver comme ADN. Donc tout d'abord, j'espère que nous ne sommes pas à l'heure de déjeuner, les infections invasives méningocoques. Alors, je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est ponctuel, ce sont des cas sporadiques, mais ils existent. Donc, cette bactérie provoque des méningites, des septicémies, bien que je le répète, ces cas soient sporadiques et il est recommandé de se vacciner à ce niveau. Nous avons aussi le Streptococcus pneumonia, qui est aussi appelé le bacille de Pfeiffer, qui provoque des pneumonies, des otites, notamment chez les enfants et les personnes âgées. Là encore, la vaccination est recommandée. On a l'hémophilus influenzae de type B, ce sont des cas isolés. Et là, les enfants non vaccinés ou immunodéprimés sont en danger. Et enfin, on a la listeria, cette fameuse listeria très dangereuse, notamment pour les infections graves pour les femmes enceintes. Bon. Alors, ce que TRACMIC révèle, c'est une réalité qui est très dérangeante, bien que, je le répète, ce n'est pas un risque généralisé. Néanmoins, ça nous indique qu'il y a un traçage important de pollution microbiologique dans nos eaux et même dans nos zones dites traitées, tu l'as dit, à l'entrée et à la sortie des stations, dans les milieux naturels, les mangroves, les rivières, les zones côtières, et notamment en Martinique, les points du Carbet et du Vauclin sont régulièrement analysés. Alors, ça nous interroge sur, évidemment, le sujet de la santé, tant pour l'humain que pour nos eaux, enfin nos animaux marins, mollusques et autres, que nous consommons et puis qui sont importantes aussi, bien évidemment, en termes d'écosystème et d'environnement. Ça nous questionne sur notre écologie et ça nous questionne aussi sur notre économie, puisque on a quand même des conséquences tant touristiques qu'en baisse de zones de baignade autorisées. Bon. Ça nous interroge plus généralement, Daniel en parlait dernièrement, sur la gestion de nos eaux. C'est-à-dire que, sans changer de sujet, en 2021, on a quand même fait des statistiques d'un taux de perdition de plus de 60% de nos eaux, parce que nous avons une situation de nos canalisations qui est déjà fragilisée par le contexte climatique, qui en plus manque cruellement d'entretien, qui ne sont pas entretenus par nos politiques. Et on peut effectivement, on a répertorié 6000 cas cette même année-là, de la part d'Odyssey. Donc ça nous interroge sur un élément essentiel qui est notre eau, de toute façon, pour tous les âges, de l'enfance à l'âge adulte et surtout pour nos personnes âgées, qui est essentiel à notre santé. Et ça nous pose la question de notre gouvernance, de notre capacité à gérer quelque chose qui est essentiel, notre capacité à être autonome, notre capacité à prodiguer une eau propre. Et ça nous questionne sur notre
responsabilité politique. Le parc d'assainissement collectif, parce que c'est de ça qu'on parle, pour expliquer ton raisonnement, du fait de la détérioration du système, de ce parc d'assainissement collectif, il y a effectivement une osmose, enfin une communication avec les eaux que l'on ingère, les eaux que l'on boit. Mais limitons-nous à la description déjà catastrophique du parc d'assainissement collectif qui inclut 75 000 fosses septiques individuelles, appelées fosses toutes eaux, puisqu'on y met toutes les eaux. Vous savez, vous avez construit, on y met les eaux des toilettes, on y met les eaux usées, on y met les eaux de la cuisine, et environ 215 mini-stations privées. Près de 91% des installations de ce parc d'assainissement collectif seraient non conformes selon le diagnostic réalisé par les services publics d'assainissement non collectif. Ça s'appelle le SPANC. J'ai lu le rapport. Ensuite, autre information. Les principales causes de non-conformité sont, comme tu le disais, c'est vrai, absence de traitement après la fosse. On met une fosse et on ne s'en occupe plus. Exactement. Et tous les 4 ans, il faut, vous savez, renouveler son contenu. Sans épandage après, ni traitement complémentaire. Rejet direct des eaux, parce que une fosse lâche des eaux. Rejet direct des eaux dans le milieu naturel, sans le principe de filtration secondaire qui est rendu nécessaire. J'avais participé à un colloque, on m'a demandé d'animer un colloque du bassin des eaux, je crois, quelque chose comme ça. Et du matin au soir, j'avais entendu les spécialistes décrire la situation, ça fait plus de 15 ans. Et quand je suis sorti de là, je me suis juré de ne jamais entrer dans ma maison avec mes chaussures. De ne jamais entrer dans vos maisons avec vos chaussures. Il faut faire plus encore que les Japonais ou que les Asiatiques, de ne jamais entrer avec ses chaussures dans son domicile. Parce qu'on a ramassé ces descriptions, cette liste, cet inventaire que tu as fait de coller. C'est l'inventaire du traçage. Hein. Exactement, absolument. On ramène ça, on met ça dans la maison, ensuite on marche et ensuite on va se coucher dans le lit. Et on n'a pas encore fait des études sur la relation entre la maladie, la pathologie diverses dont on souffre, et puis cette source de contamination. On va parler de choses un peu plus gaies. Futur conservatoire de musique, de danse, d'art vivant et de théâtre à Fort-de-France, on a révélé que les travaux sont avancés, parce que jusqu'à maintenant c'était le blackout, un projet de valorisation du patrimoine, de la tradition qui se veut en même temps moderne et performant. C'est ça. Un peu d'histoire. De ce qu'on nous dit. En 2003, il y a eu la première pierre du conservatoire. Il y avait le conseiller général, c'était Claude Lys qui était président du conseil général. Oui. Et on était sous la présidence de Jacques Chirac. Oui. Le ministre de la Culture s'appelait Renaud Donnedieu de Vabre. Et c'est lui qui avait mis la première pierre. 21 ans après, on avance. C'est le rythme normal, si je puis dire. Mais c'est vrai, ça semble prendre corps. Voilà. Alors, tu as un peu dit 4 disciplines, musique, danse, théâtre et art vivant. On va voir à quoi ça correspond. 5 bâtiments aujourd'hui qui sont identifiés. Un bâtiment pour l'accueil, des bâtiments pour les salles. Au lycée Schellcher, merci bien, au lycée Schellcher. Des bâtiments pour les salles de cours, des salles dédiées avec des espaces d'écoute et de partition, un espace théâtre et un studio d'enregistrement professionnel. Ça, c'est intéressant aussi. En plus, à l'extérieur, il y a des espaces aménagés permettant la convivialité. On parle de grandes jardinières aménagées pour faciliter les relations. Alors, l'architecte s'appelle Muriel Ratenant. Oui. Le directeur acoustique, l'ingénieur acoustique s'appelle Frédéric Glondu. Très important. C'est vraiment très important parce que je vais vous parler de Ronald tout à l'heure, puisque Ronald, tu l'as été le préfigurateur du dossier pour le festival. Pour le conservatoire, pardonnez-moi. Alors, le président Letchimy semble très fier. Il considère que c'est un chantier majeur pour la Martinique et c'est un outil de très haut niveau. Il y aura 200 à 300 élèves. Et puis, il y aura aussi une synergie, a priori, avec les communes, notamment les communes qui disposent d'écoles de musique. Alors, Ronald, il m'en a parlé il y a quelque temps. Et il avait aussi présenté ce dossier au CESEM il y a 2 ans. Ouais. Il a fait un gros travail. Il a eu un rôle de préfigurateur. Donc, c'est lui qui a remis le dossier. Et son dossier a été apparemment fort apprécié, puisqu'il a eu la note A+. Élaboration du référentiel pédagogique, ça c'est très important. Il a travaillé avec le Conservatoire de Bretagne. Vous savez qu'en Bretagne, ils ont mis en place des dispositifs
de référentiel pédagogique pour les musiques traditionnelles. Et donc, là aussi, avec la collaboration du Conservatoire de Rouen, il devait travailler sur le belay, notamment à travers effectivement le cadre pédagogique. Ronald a fait aussi des interventions à Cuba, au Brésil, à Rouen, à l'INSA. L'INSA, c'est l'Institut supérieur national des sciences appliquées, une école d'ingénieurs à Lyon. Alors, sur le plan local aussi, plusieurs réunions de travail ont réuni, entre autres, les gens du belay, avec notamment Ronald Tulle. Il est un petit peu aigri parce qu'apparemment, ils ont fait des réunions, ils ont signé une charte, et puis après, les mecs auraient fait, si vous voulez, une lettre ouverte, un petit peu contre Ronald. Enfin, Ronald n'a pas compris. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai vérifié, enfin, pour pouvoir répondre à cette demande, Ronald a refusé d'avoir un rôle d'administration. Il a eu une convention avec la collectivité, il était payé pour faire, et cette convention prévoyait que quand il remettait le dossier, les activités commenceraient. Comme tout a été décalé, il dit avoir démissionné de cette fonction. Vous voyez ? Et depuis, il n'est pas du tout véritablement informé. Vous voyez ? À tel point que Ronald dit « Esma dans toujours ». Bon, quoi qu'il en soit, Jean-Marc Médeuf, il travaille à la collectivité, c'est lui qui est un peu le chef de projet. Et voilà, et tout est en ordre pour que les choses démarrent au plus tôt. Et il faut espérer, effectivement, d'ici les vacances, quoi, puisque le premier bâtiment doit être livré en juillet 2025. Deux choses, très rapidement. Déjà, il y a une masse de critiques que je ne vais même pas faire l'inventaire de ça. Ça va être centralisé, l'accessibilité sera difficile, rien pour les communes, ça coûte cher, etc. etc. Est-ce qu'on va trouver des professeurs, la pérennité du recrutement? Est-ce que, là, pourquoi ouvert un gouvernement, la gouvernance et l'équité, c'est pas juste. Et deuxième chose que je veux dire, moi, je suis très, très fier par anticipation de ce genre d'action, d'activité. Il faut qu'on le dise très fort. Autant on peut être sceptique en ce qui concerne l'affirmation de notre identité. On peut être un peu sceptique quand on veut prôner que le créole soit en tête ou quand avec le français. Autant on peut être très sceptique quand on dit qu'il faut chanter notre hymne. Bon, ça mange pas de pain, on l'a dit ici, Emmanuel a plaidé. Autant que quand il y a un drapeau qu'on secoue, ça peut être bien pour les compétitions. Mais ça alimente beaucoup plus la critique contre l'auteur de ces actes identitaires quand par ailleurs il n'arrive pas à régler les problèmes de personnel et tout. Donc à mon avis, c'était une séquence inutile dans sa gestion. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Autant là, comme ça, je peux dire que voilà un acte réellement identitaire, mais identitaire au sens positif du terme. C'est-à-dire l'identité martiniquaise, la musique martiniquaise, l'art martiniquais, la création martiniquaise. La danse, le théâtre aussi, et ce qu'on appelle les arts vivants. Alors, j'ai pensé effectivement que ce sont les arts de la scène, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il faut travailler la présence scénique, notamment. Il faut encadrer les artistes de façon à ce qu'ils aient un rendu le plus optimal possible. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. Et l'ensemble des artistes aussi que j'ai consultés, bien évidemment, trouvent que c'est bien. Alors, il faut espérer que ça va rehausser le niveau culturel et des exigences artistiques. Ça va rehausser, avec des critiques et des difficultés, mais c'est comme ça. En tous les cas, 6 mois après la signature du protocole du 16 octobre, ça passe vite, 2024, la préfecture, alors la DDDD qui veut dire la répression des fraudes, et l'Observatoire des prix, des marges et des revenus, ça c'est l'OPMR, dresse un premier bilan de la lutte contre la vie chère. Bon courage. Ah ben c'est pas compliqué. Oui, pas compliqué. C'est pas compliqué parce que d'abord c'est au début. Lumières, hein. Non, c'est parce que c'est au début. Donc tout le monde se souvient que la question de la suppression de l'octroi de mer et le gel des marges des distributeurs était applicable à compter du 1er janvier. Et pour des raisons de gouvernement qui n'étaient pas constituées, la question de la TVA n'a été appliquée qu'à partir du 1er mars. Donc, ce qui fait que le premier bilan qu'on a ne tient pas compte de la suppression de la TVA. On n'a que la question de l'octroi de mer et des marges. Et donc, là, on a le résultat sur 6 000 produits et on constate une baisse de 8,4%. Alors, les produits, ce sont essentiellement des produits alimentaires. Et les constats qui ont été faits, c'est sur 3 distributeurs qui représentent 60% du marché. Oui. Donc, par conséquent, on est sur un chiffre qui est significatif. Hein. Et donc, on est à 8,6%. Je rappelle que l'objectif, c'est 20%.
Donc, l'objectif c'est pas un protocole, c'est un contrat d'objectifs. Donc, on se dit, une fois que la TVA, qu'on aura inclus le gel de la TVA, qu'est-ce qu'il reste? En fait, il reste un point qui est important, c'est la question de l'approche et la question, on va dire pour simplifier, la continuité territoriale, parce que cette question-là, c'est le point, je dirais, le plus important, parce que c'est lui qui va effectivement le plus avoir de répercussions sur la baisse du prix. Et sur ça, moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Peut-être que vous en avez, mais on n'a pas d'indication. Autant on peut savoir, on savait que la baisse de la TVA interviendrait à telle date, on sait qu'on a des dates. Pour là, moi, je trouve qu'on n'a aucune date et ça me paraît quand même un peu inquiétant. Et je rappelle que la CGMA a signé le document, donc il est quand même engagé, mais là, et l'État, lui, qui devait donc intervenir sur ça, on n'a pas. Alors, il y a une autre piste pour arriver à une baisse de la vie chère. Il y a aussi une autre piste qui est l'Observatoire des prix, des marges et des revenus, qui suggère, enfin qui propose, pas qui suggère que le bouclier qualité-prix soit élargi aux produits automobiles, aux pièces automobiles et aux produits de bricolage. Oui. Et donc, c'est peut-être une piste, puisqu'il avait été question, effectivement, et Emmanuel a eu l'occasion à plusieurs reprises d'indiquer que l'alimentaire n'est pas le poste le plus important dans le budget des ménages. Donc, on parle des pièces détachées, mais il y a également la question de la téléphonie, il y a les frais bancaires dont on ne parle pas. Et donc, c'est... Les services. Et donc, il y a tous ces postes-là pour lesquels on n'a pas encore de perspective. Alors, j'ai cru entendre que la collectivité lançait au mois d'octobre des ateliers sur la question des ateliers, disons, participatifs, sur la question de la vie chère. Exact. Mais donc, il reste encore beaucoup à faire. Alors, au niveau des institutions, il trouve les résultats encourageants. Le consommateur interrogé, lui, est sceptique. Mais bon, c'est peut-être au niveau du ressenti, comme quelquefois aussi, en ce qui concerne le foie et la chaleur, on ne ressent pas forcément ce qui est. Et donc, bon, enfin, pour faire mes courses, comme moi j'achète toujours à peu près les mêmes choses, moi j'ai constaté une diminution. Une personne raisonnable proche de moi me dit la même chose. Oui. Si on compare par rapport à la liste qu'on fait habituellement et qu'on fait enfin une liste, je dirais, qui correspond à des besoins normaux quoi, de fonctionnement, il me semble qu'il y a une diminution. J'ai un peu le sentiment, vous allez peut-être me contredire, le sentiment que quand on va élargir ça aux services, on va élargir ça aux pièces détachées, aux automobiles, aux médicaments, à la pharmacopée, tout ce que l'on veut, il va rester quand même que les salaires sont trop bas par rapport au coût de la vie, et que les solutions les loyers aussi, les solutions qui est dit et puis qu'Emmanuel ressasse, la personne n'en parle. Silence radio, c'est-à-dire élever le niveau de la masse salariale sans élever les charges et injecter cet argent dans l'économie et faire que ça marche. Et aucun élu n'a repris sérieusement cet objectif. C'est-à-dire que nous avons l'impression de parler dans le désert. C'est ça, c'est catastrophique. Alors que le bon sens viendra. Le moment viendra. Ouais, soyons patients. Jingle, société. J'ai donné à un homme d'entreprise à traiter un sujet qui s'appelle le Vatican serait une puissance financière à part, mais l'évolution actuelle se fait et ça semble devenir un mythe que ça soit quelque chose de très puissant et très riche. Un homme d'entreprise et de paix aussi. Oui, et de paix, oui, également. Oui, le Vatican, c'est un État. C'est le plus petit État du monde, c'est un État. Donc il faut aussi comprendre qu'on parle de la gestion d'un État. Alors, avant de rentrer dans l'analyse des comptes du Vatican, rappelez qu'il y a quand même deux aspects qu'il faut observer quand on parle des finances du Vatican. Il y a d'un côté le patrimoine de l'État du Vatican,
qui est un patrimoine important, qu'on évalue aujourd'hui. Alors, il y a encore des zones floues, c'est pas tout à fait transparent dans l'absolu, mais on évalue le patrimoine du Vatican entre 12 et 15 milliards d'euros. Voilà l'évaluation du patrimoine, composé de 3 grands blocs. Il y a le bloc immobilier. Le Vatican dispose d'énormément de biens immobiliers, et c'est d'ailleurs ça qui assure l'essentiel des revenus de fonctionnement du Vatican. Plus de 5000 propriétés à travers le monde. Voilà, voilà une réalité. 4000 en Italie, 1200 à l'étranger, etc., etc. Donc il y a beaucoup de patrimoine avec des biens immobiliers, avec donc à Londres, en Europe, en Suisse, un peu partout dans le monde. Le deuxième bloc important, ce sont les biens financiers, les investissements financiers, avec une valeur totale de ces actifs qu'on évalue à peu près entre 2,5 et 3 milliards d'euros. Donc ce sont des comptes bancaires principalement. Et puis avec autour d'une banque qui s'appelle l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, et qui détiennent des actifs d'une valeur de 5,5 milliards d'euros à peu près, et qui produit des bénéfices également qui vont dans les comptes de l'exploitation du Vatican de l'ordre d'à peu près 30 millions d'euros environ par an. Et puis le troisième bloc de son patrimoine, ce sont les trésors inestimables du Vatican, des tableaux, des sculptures, qui sont accumulés depuis des millénaires en vérité, des livres rares, la chapelle Sixtine, ne serait-ce que ça, en soi, c'est un temple ça n'a pas de prix. Donc ça, je crois qu'on n'évalue même pas dans l'estimation du patrimoine. Et puis, il y a les comptes du Vatican en tant que tel. Et là, c'est amusant parce que le Vatican a un budget de fonctionnement d'1,2 milliard d'euros, c'est-à-dire un peu moins que la CTM. Et pour gérer 5000 salariés, donc il y a 5000 personnes qui travaillent, qui sont financées par le Vatican, c'est-à-dire là aussi un petit peu moins que la CTM. La CTM est plus grosse que le Vatican. Ouais. C'est quand même assez amusant à noter, avec des paradoxal. Oui, alors la répartition de ces 1,2 milliard, ça vous montre quand même l'importance de la bonne gestion, parce que on a l'impression que parce que c'est la CTM, ce sont des sommes... en réalité, non, la CTM est à la tête d'un budget important, 1,6 milliard, je crois. Donc 1,2 milliard pour le Vatican, 5000 salariés. Les salaires, les frais de salaire représentent 520 millions d'euros pour le Vatican. Et le reste, ça va dans le fonctionnement général, les différents services qui doivent tourner. Et puis, il y a les œuvres caritatives qui sont fournies par le Vatican, auprès des associations, auprès des nécessiteux, 120 millions d'euros, et un déficit structurel de 80 millions d'euros à peu près. Donc le Vatican perd de l'argent. C'est un problème qui a été pointé du doigt, et le pape François a voulu traiter ce dossier en rentrant en prenant des mesures et des réformes fortes pour pouvoir assainir les comptes, et notamment pour établir de la transparence, parce qu'il y a un procès en manque de transparence qui est fait autour du Vatican, notamment suite à un scandale que vous avez suivi avec l'affaire du cardinal Angelo Becciu, qui a été condamné pour détournement de fonds lié à un investissement immobilier à Londres. Voilà, donc l'Opus Dei il y a quelques années. Oui, exactement. Donc il y a toujours donc le pape François a pris ça à bras-le-corps. Il a créé un secrétariat pour l'économie. Il a fermé des milliers de comptes bancaires suspects à la Banque du Vatican, la fameuse IOR, et il a instauré des audits externes. Et tout ça, bien évidemment, a apporté un peu plus de transparence, a baissé un peu les pertes, mais n'a pas réglé fondamentalement le problème de rentabilité du Vatican, qui reste à ce jour encore déficitaire. Déficit qui est comblé par la vente des actifs du Vatican. Alors après, ce sont les actes de gestion. Est-ce qu'on vend les actifs ? Il faut noter que les difficultés financières proviennent aussi d'une baisse des revenus de l'immobilier. Il y a eu cette crise qui touche aussi le Vatican. Et puis aussi, il faut le dire, une baisse des dons des fidèles. Là, c'est quelque chose de tendanciel, de structurel. On donne de moins en moins à l'Église. Et c'est quand même ça un des points de ressources
essentiel pour le Vatican. Baisse des dons des fidèles qui sont liés à la situation économique mondiale, et puis également qui sont liés au scandale de l'Église, il faut le dire. C'est le chrétien qui dit la vérité, parce que c'est la vérité. Les gens se disent, je ne peux pas mettre mon argent dans une machine qui dysfonctionne. Lutte contre le narcotrafic, une loi de combat contre les réseaux criminels. Alors, Frédéric, je te vois bien. Parlons de machines qui... Oui, j'aime bien ce sujet. Parlons de machines qui dysfonctionnent. Là, on essaie de refaire fonctionner la machine à la transparence, la machine à l'économie légale, puisque avec la création du PNACO, le Parquet national anticriminalité organisée, et le renforcement des pouvoirs de l'OFAST, qui est l'Office anti-stupéfiants, et des juridictions, je vais y arriver, interrégionales spécialisées, les GIRS. Bon. L'objectif, c'est de saisir les avoirs criminels, notamment les cryptoactifs, que vous savez que la crypto-monnaie est assez liée sous certains aspects à l'économie légale. Donc c'est la saisie de ces cryptoactifs et des avoirs criminels pour frapper les trafiquants au portefeuille et frapper là où ça fait mal. Bon. On va parler d'exemples concrets. En Martinique, on a eu une saisie record en août 2024 du patrouilleur La Confiance de plus de 10 tonnes de cocaïne. Et en Guyane, en 2024, les saisies de cocaïne, de drogue en général, ont quintuplé grâce au renforcement des contrôles portuaires. Alors, il y a ces saisies qui sont assez importantes. Certains détracteurs diront que c'est parce que le volume a augmenté que les saisies augmentent, mais en tout cas, la réponse des narcos, elle est très claire, et on en parle de plus en plus, que ce soit dans l'Hexagone ou ici, avec des attaques contre des prisons et des menaces d'agents pénitentiaires qui sont orchestrées par les narcotrafiquants eux-mêmes en réaction au durcissement, notamment aussi des mesures carcérales, et puis un risque d'intimidation directe de l'État et d'escalade de la violence, parce que les narcotrafiquants, j'écoutais lors d'une conférence un spécialiste qui expliquait que faire couler un sous-marin de plusieurs centaines de millions d'euros pour un usage unique, c'était à leur portée. On fait couler le sous-marin, usage unique, pas de problème. Ce sont des dimensions financières incroyables. Voilà. Et puis on a une coopération régionale encore assez limitée, même s'il y a des efforts, mais on a des rencontres officielles entre Sainte-Lucie et la Martinique, pour parler de notre région, pour renforcer la lutte contre les trafics transfrontaliers, mais néanmoins, on manque de moyens concrets. On n'a pas encore des navires communs, on a des effectifs limités, on a des bases partagées qui sont inexistantes. Bon, ce n'est pas encore Interpol. Et puis, on a une pression accrue sur les quartiers populaires, on en parle très très fréquemment sur ce plateau, la misère humaine, la misère de l'éducation, la misère financière, la misère économique, elle est très instrumentalisée pour pouvoir organiser des groupes criminels et puis financer les petites mains locales et souvent des jeunes en situation de précarité. Mais selon mes dernières recherches, je veux finir sur une note positive, puisque je pense que l'État français, il y a un excellent ouvrage que je vous recommande d'ailleurs du général Gérard Didier Castres sur la fin de l'imaginable, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, la guerre, ce n'est plus la guerre telle qu'on l'a connue au XXe siècle. C'est-à-dire que c'est une guerre aujourd'hui qui est marquée par des menaces hybrides, des acteurs... vraiment, en fait, on ne sait plus qui est l'ennemi, je puis dire. Et c'est un ouvrage très intéressant de ce général. Et aujourd'hui, l'État français, je pense, a pris la mesure. Daniel l'avait déjà signalé lors d'une intervention, à plusieurs reprises d'ailleurs, et je suis d'accord avec Daniel. Je pense que l'État a pris la mesure du danger. On a quand même deux avions de surveillance aérienne qui ont été mis en place, des Beechcraft, c'est pas rien, King Air 350. On a une intégration aux forces douanières d'hélicoptères de type Panther, c'est-à-dire que ce sont vraiment des hélicoptères qui sont à basse altitude avec des vols stationnaires pour pouvoir capter en haute mer et reconnaître et intercepter. Et puis, on a quand même une entre guillemets, grosse arme nucléaire là, qui va sortir en juin 2025 sur les radars côtiers, 2 radars côtiers avec des drones longue durée et des surveillances de corridors de Go Fast Maritime. Enfin, on va passer je pense un petit peu entre guillemets, du tout au tout, bien qu'il y ait eu des efforts qui ont été faits. On va passer à des interpellations massives et ça nous interroge. En tout cas, ça m'interroge. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, on a trouvé un certain équilibre économique
avec ces ressources parallèles. Je ne suis pas en train d'en faire l'apologie du tout, mais c'est une réalité. Et d'y développer Que l'État français aussi, d'une façon ou d'une autre, parce que certes, j'ai discuté avec certains militaires qui me disent oui, mais nous sommes une grande muette, il faut que les gouvernements se décident, on est dans une certaine inertie, il faut le comprendre. Donc, en tout cas, l'un dans l'autre, une économie parallèle très importante s'est développée sur nos territoires. Cette réponse de l'État, je m'en félicite, j'en suis satisfaite, parce que j'estime que cette économie tue nos enfants, tue notre économie, etc. Néanmoins, il va falloir bien réaliser que cet équilibre fragile va remettre les cartes et va rebattre les cartes d'une façon ou d'une autre. Et il faut aussi nous y préparer. C'est pour ça que cette loi, on ne peut que s'en réjouir. Néanmoins, quid des applications et du suivi territorial, notamment possiblement d'émeutes et de protection de la population civile. Enfin, la loi existe. Je voudrais préciser que l'Amérique latine et les Caraïbes connaissent des niveaux excessivement élevés de criminalité. On le dit tout le temps, mais je ne pensais pas que c'était à ce niveau-là. Je suis allé chercher voir ce que ça représente. La région concentre près de 40% des homicides mondiaux pour seulement 8% de la population mondiale. C'est surprenant, quand même. 40% des homicides mondiaux pour seulement 8% de la population, avec des taux records dans les pays comme le Mexique, le Venezuela, le Brésil, le Honduras et certaines îles de la Caraïbe. Mon regard. Les jeunes hommes sont les principales victimes, comme on le sait. La criminalité coûte environ 3% du PIB régional chaque année. J'ai dit, ouais, calculer ça rapidement pour nous, mais enfin, c'était colossal. Et provoque des déplacements de population, les gens s'en vont parce que ça crée des problèmes. Les causes principales de cette criminalité incluent en premier lieu le trafic de drogue. Voilà. Donc, Et le sujet, effectivement, qui accompagne le trafic de drogue, Gérard, c'est en parallèle des armes de guerre. Ah oui, en Martinique. Enfin, voilà, il faut s'armer, il faut constituer les clans. Absolument. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Les armes sont extrêmement lourdes. On a retrouvé des armes qui viennent d'Ukraine en Martinique. Oui, des armes de guerre. Emmanuel se spécialise, qui va nous parler maintenant du pape, à nouveau du pape François. Je suis en train de gagner mon ciel. Là. Et des francs-maçons. Le titre de la fiche que je lui ai demandé de commenter, c'est intitulé « Une danse prudente sous la voûte étoilée ». J'ai essayé de comprendre et j'ai cru qu'effectivement, dans beaucoup de loges maçonniques, il y a donc la symbolique du ciel. Mais enfin, ce n'est pas ça le sujet principal, c'est sa relation avec la maçonnerie en général. Vas-y. Oui, c'est la relation de l'Église catholique avec la franc-maçonnerie. Alors, on entend beaucoup de bêtises sur tout ça, beaucoup de fake news, notamment sur le dernier pape, le pape François, où il y a un mouvement complotiste qui explique que le pape est franc-maçon, ça coquine avec là-dessus. Il faut dire deux choses. D'abord, il y a une doctrine de l'Église qui est très clairement contre la franc-maçonnerie. Ça date de Clément VII en 1738, c'est pas récent, qui a expliqué qu'il fallait se dissocier de la franc-maçonnerie et que c'était un péché mortel pour un catholique que de s'acoquiner avec la franc-maçonnerie. Ça, c'est la doctrine de l'Église. La franc-maçonnerie est incompatible avec la foi chrétienne. Ça s'est posé. Et ça a été d'ailleurs réaffirmé récemment par le futur pape Benoît XVI, quand il était cardinal, Joseph Ratzinger, qui a déclaré clairement « Les catholiques qui adhèrent à la franc-maçonnerie sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à l'Eucharistie ». Cette doctrine n'a pas changé. Le pape François est resté dans cette doctrine. Simplement, le pape François, il a une pratique de sa relation aux autres qui est une pratique ouverte. Et donc, ça n'est pas parce qu'il y a une doctrine qu'il diabolise. C'est ça la nuance. Et c'est son caractère humain d'ouverture qui a été interprété comme étant du laxisme. En réalité, il faut bien faire la part des choses entre la continuité doctrinale du pape François et son style pastoral. Ce sont deux choses différentes. Et il faut vraiment distinguer les choses. Voilà, donc le pape François
il a un style pastoral, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est son style, et il est aussi apprécié pour ça. Il a axé son mandat de pape sur l'inclusivité, sur le dialogue, et tout ça a pu être perçu comme étant une ouverture aux mouvements contraires, qui sont jugés contraires par la doctrine à la religion catholique, au point, encore une fois, que c'est là qu'on voit qu'on est dans un monde assez fou, où très vite on bascule dans des pensées extrêmement radicales, dans des complotismes, dans des oppositions fortes, parce qu'on n'a pas cet esprit de nuance qui permet d'évaluer les choses tranquillement. Voilà, donc le Vatican, sous la direction du pape François, a maintenu une position claire sur l'incompatibilité entre foi catholique et appartenance maçonnique, tout en adoptant un ton moins conflictuel que par le passé. Voilà, c'est juste ce qu'on peut dire. Et donc, en résumé, le pape François a maintenu la doctrine traditionnelle de l'Église concernant la franc-maçonnerie, en adoptant son style pastoral favorisant le dialogue, la compréhension mutuelle. Cette approche a parfois été interprétée comme une ouverture, mais en fait, elle ne remet pas en cause les principes fondamentaux de l'Église catholique. J'ai, pas à cette occasion, mais depuis longtemps, réfléchi à ce schisme, à cette opposition qu'il y a entre deux corpus d'idéaux, de pensée, qui en quelque part se ressemblent. C'est la paix, c'est une certaine tolérance, acceptation de l'autre, c'est la charité, la compassion, le juste, le bien, le beau, le vrai, la fraternité. Donc ça pourrait se ressembler. Mais en poussant un petit peu plus loin ce qui est le fossé qu'il y a entre ces deux corps d'idées, de spiritualité, c'est que le franc-maçon pense qu'il a en lui les ressources pour l'image de la pierre brute qu'il doit travailler, qu'il doit façonner, qu'il doit polir et avec laquelle il doit évoluer, son libre arbitre. Donc une certaine solitude, une certaine indépendance d'esprit totale, qu'il a accès à la vérité. Et puis le chrétien qui pense que l'alpha et l'oméga de toute action, toute pensée, c'est Jésus-Christ. Oui. D'un côté, la vérité est en Dieu. Oui, Dieu. De l'autre, la vérité est dans l'homme. Et dans l'homme. Voilà les deux pour ma part, je trouve ça, C'est ça. ça assez artificiel. Jingle culture. Encore quelque chose qui gêne. Après l'abolition de 1794, la Guadeloupe avait connu une période d'émancipation, c'est-à-dire nous libres, quoi. Et puis quelques années après, 1802, Napoléon est venu, puis il a dit on rebelote au esclavage, remettons les fers dans toutes les colonies françaises, ce qui a entraîné une véritable répression contre ceux qui s'opposaient à cette réinstitution de l'esclavage. Danielle, qui est une historienne pointue, fine, va nous... Non, j'aime l'histoire. Oui, mais je ne suis pas une historienne. Non, le terme d'historien, c'est quelque chose de précis pour des gens qui ont fait des études. J'aime l'humilité. Je ne suis pas historienne. C'est très bien, c'est très bien. Alors, tu as raison de rappeler 1794, la Guadeloupe, elle voit l'abolition de l'esclavage, et la Martinique qui appelle les Anglais pour qu'elle soit dispensée de cette abolition, et garde le système esclavagiste parce qu'elle est occupée par les Anglais. Et Victor Hugues est envoyé par la Convention pour pouvoir faire appliquer cette abolition. Et de 1794, il faut bien avoir les dates en tête, jusqu'en 1799-1800, les choses donc se déroulent tant bien que mal. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails pour savoir quelles sont les problématiques. Mais en 1799, c'est le coup d'État du 19 Brumaire, c'est-à-dire que Bonaparte fait son coup d'État. Et à ce moment-là, il décide sous la pression, sous la pression des lobbies de Saint-Domingue, puisque, encore une fois, Saint-Domingue, c'est la colonie qui rapporte le plus à la France, mais aussi sous la pression des lobbies, des négociants bordelais, nantais, rochellois, de tous ceux qui tirent profit de l'esclavage sur le territoire hexagonal. Donc, il commence à décider de mettre en place le retour à l'esclavage. Et c'est l'envoi de l'expédition Leclerc à Saint-Domingue.
Nous sommes en 1801. Et à ce moment-là, commence donc l'affrontement entre Leclerc, les troupes de Leclerc et puis les Haïtiens qui va se terminer par l'arrestation de Toussaint Louverture en 1802 et ensuite la défaite de la France et la proclamation de l'indépendance d'Haïti. Mais ce qu'il faut savoir, quand en 1801 Leclerc débarque en Haïti, en Guadeloupe, les gens comprennent que les choses vont changer. Parce que quand Napoléon décide que les colonies qui ont été sous occupation anglaise et qui donc n'ont pas connu l'abolition de l'esclavage vont voir l'esclavage se poursuivre. Et la décision, l'arrêté ne dit pas que l'esclavage sera rétabli en Guadeloupe. Mais en fait, tout est fait pour le rétablir. Et c'est ainsi que, quelque temps après qu'il y ait l'arrivée de Leclerc en Haïti, il y a, en Guadeloupe, arrive Richepense avec des milliers d'hommes pour pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait cette modification. Et qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence fondamentale en Guadeloupe? C'est qu'en Guadeloupe, il y a ce qu'on appelle une armée coloniale qui est composée majoritairement d'officiers de couleur et de gens de couleur. Et Delgrès, il est un officier, c'est un Martiniquais. C'est un Martiniquais qui a combattu dans l'armée, avec Pélage d'ailleurs, qui est également un officier martiniquais. Ils sont tous les deux métis, mais ils vont se retrouver dans des camps opposés. Et Delgrès comprend très vite que le général Lacrosse, qui est en Guadeloupe, va vouloir mettre, en s'opposant aux hommes de couleur, va vouloir arriver à ce rétablissement. Et lui décide, avec Ignace, avec un certain nombre d'autres, il n'y a pas que Delgrès, mais il est emblématique de cette lutte. Il va donc entrer en lutte. La lutte, c'est une lutte armée. Il faut bien comprendre qu'en Guadeloupe, il va se dérouler pendant ce mois de mai 1802 une lutte armée. Une lutte armée qui va opposer des professionnels de l'armée à des professionnels de l'armée qui viennent de l'Hexagone avec Richepense. Et donc, Delgrès est d'abord à Basse-Terre, où il sera obligé je vais très vite, se replier sur l'habitation du Haut-Mont. Et quand il voit la progression de Richepense, il va décider que tout est fini. Il va dire à ses hommes, je vais me faire sauter, vous pouvez partir, mais tout le monde décide de rester et il se fait sauter. Et Delgrès... Il se fait exploser. Il se fait, oui, il se avec fait... des barils de poudre. Avec des barils de poudre. Donc, il y a 300 hommes. Il a 300 hommes. Et il y a 200 hommes de l'armée adverse qui vont également périr. Mais ce qu'il faut retenir de Delgrès, ce n'est pas seulement le fait qu'il se fasse exploser. C'est que le 10 mai, il fait une proclamation. Une proclamation qui est connue, qui est Vivre libre ou mourir, qui s'appelle à l'univers entier le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Et cette proclamation qu'il revendique, ce qu'on sait le moins, mais Jacques Adélaïde Merland, qui a écrit un livre que je recommande à tout le monde sur la Guadeloupe en 1802, explique que le texte n'a pas été écrit par Delgrès, il a été écrit par un béquet martiniquais qui s'appelle Monero. Et quand Delgrès se fait exploser, Monero est arrêté. Et on lui dit, mais bon, dis que c'est Delgrès qui t'a obligé à écrire ça, et puis il n'y a pas de problème. Il dit, non, moi j'assume. Et on le tue, on le fusille. Il va être exécuté pour avoir écrit le texte. Et donc, Delgrès est une figure qui a été honorée en Guadeloupe dès le départ. C'est-à-dire qu'il est considéré comme un héros en Guadeloupe. Il y a une stèle, le fort porte son nom, il y a un mémorial. Chaque année, il y a une manifestation qui se déroule à l'initiative de la municipalité de Saint-Claude, au fort Delgrès. Et dans le buste que vous voyez là, dans chaque municipalité de la Guadeloupe, il y a ce buste-là, dans chaque municipalité. Et en Martinique, c'est tardivement qu'on a commencé à découvrir Delgrès. On a de quoi s'approprier un héros, et je trouve qu'on a été très réticents à le faire, mais depuis quelques années, et notamment à l'initiative de la municipalité de Schellcher, il y a un vrai travail de commémoration qui est fait. En tous les cas, pour les historiens, il y a un travail à faire encore. Moi, je pense qu'il y a de quoi faire un ouvrage sur Delgrès, sur son parcours, expliquer son enfance, son parcours à l'armée et son engagement
et comment c'est un engagement, et puis sa vision, hein, parce que lui, il comprend tout de suite et il choisit son camp. C'est ça. Il choisit son camp qui est le camp de la liberté. Merci pour l'anecdote Et- de Monero. Et je précise qu'il y a également à ce moment-là l'arrestation de la mulâtresse Solitude, qui est l'héroïne aussi de Guadeloupe, qui est enceinte, qui ne sera pas exécutée tout de suite. On va attendre qu'elle en ait... Guyane et tout ça. Non, la mulâtresse Solitude qui va être... Là, qu'elle a été envoyée en Guyane, c'est... c'est Lumina Lumina Sophie. Sophie. Ouais. Tu as Elle le va être prof- exécutée, Ouais, la mulâtresse Solitude. musique, jingle. Maestro, Musique. Alors, nous allons descendre Saint-Pierre. On va faire un clin d'œil à Joël Ludbert, guitariste. Il est fils de Roger Ludbert. Vous vous rappelez le restaurant, quand on arrivait à Saint-Pierre, il y avait la Guinguette. Oui, oui. Eh bien, c'était le restaurant de son père, Roger Ludbert, qui faisait des animations avec les gens des Léopards, Alex Martin ou autres. Et puis il y avait Albert Nadeau. Je ne sais pas si vous vous rappelez Albert Nadeau, c'était un chanteur des Léopards. Il jouait régulièrement chez le papa de Joël. Et Joël dit la chose suivante, j'étais déjà imprégné de la musique. Et puis un jour, j'ai regardé la télé, j'ai vu Jacob Desvarieux. Et le gars m'a fasciné. Et dès lors, j'ai décidé que je vais prendre ma guitare, je vais apprendre à jouer de la guitare et je veux être comme Jacob. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Non, très souvent, ce sont des choses comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, il commence à prendre des cours de guitare avec Alex Martin, qui était chef d'orchestre des Léopards. Ouais. Il fait des écoles à Fort-de-France et puis après, il part à Paris. Déjà, sans tarder, sans plus tarder, je vais vous proposer une chanson sur Saint-Pierre de Joël Ludbert. Ouais. Nous allons chanter, nous allons danser, comme ça, nous allons swinguer, c'est ça. Comme ça, nous allons chanter, nous allons danser, comme ça, nous allons swinguer, c'est ça. Comme ça, traditionnel ou t'es qu'à chanter, musique locale ou t'es qu'à jouer, qu'à la te plein là ou t'es qu'à danser, tout le monde t'es qu'à en misère. Traditionnel ou t'es qu'à chanter, musique locale ou t'es qu'à jouer, qu'à la te plein là ou t'es qu'à chanter, peuple t'es qu'à en misère. Nous allons chanter, nous allons danser, comme ça, nous allons swinguer. Voilà, il est très attaché à sa ville natale. Il a été lauréat d'un concours, le Rêve-Antillais. C'est un concours qui avait été organisé par Cassav. Il cherchait des jeunes interprètes. Et puis, il est parti en France. Il est allé à l'école à la CIM. Et puis, il a aussi fait l'American School. Et il me dit, je suis à l'American School parce que je voulais savoir comment Paul Rosine faisait pour mettre des accords de jazz dans la begin. Il y a des petites choses comme ça. Et puis, il revient. Et puis, il a eu plusieurs groupes. Il y a eu le groupe Akoma, il y a eu les 5 éléments. Joël Ludbert considérait que le rôle de l'artiste, c'est d'illuminer les gens. Hein? Il a été récompensé en 2005 pour une œuvre qui s'appelle Délectation par la SACEM, que je vous invite à découvrir. Mais qu'on s'y criait qu'un bitine et en flait toute la journée. T'es qu'aimé. Pas anti-délectation, mais la vie, c'est pas comme ça ou ça. Faut nous prendre précaution. Avant nous prendre décision, faut nous savoir position. En bas résigné à tout, c'est là l'amour aillé. Tout préfère coco à tout, c'est là l'amour aillé. Alors, mes amis ont beaucoup apprécié, n'est-ce pas? Simplement. Alors, Joël Ludbert, belle begin. Joël Ludbert, c'est un musicien professionnel. Ça fait 30 ans qu'il est professionnel. Il est intermittent. Il fait des prestations. Il donne des cours. Il fait de l'initiation. Il a bien évidemment ses droits d'auteur parce que c'est un compositeur. Et récemment, il a joué dans le Médecin Saint-Pierre avec Guy Vadeux. Il a connu un succès extraordinaire. On va écouter une troisième vidéo. Ça s'appelle Bien dans la peau moins. C'est une composition de Joël Ludbert. Levé bonnet le matin, m'a ouvert fenêtre en moi, mandarina porté d'ime, m'a tué c'est café moi, moi qu'a grimpé des cocoa, fraîcheur aussi réfléchi moi, soleil qu'a elle tout comme moi, ciel bleu qu'a illuminé moi, qu'a levé bonnet le matin, m'a ouvert fenêtre en moi, mandarina porté d'ime. Maka chui c'est café moins, maka parti pour travail moins, j'ai moins content maka siffler, des mélodies en temps longtemps, qui ça manque à mander
santé, moi pas malade. Mais pour qui ça, moi qu'à plein moi. Aïe, 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 aïe. Y'a des monde qui a souffert dans l'hôpital ou dans la guerre. Moi-même qu'à respirer la joie. Aïe, 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 aïe. C'est moi qui bien dans la peau, moi. Mon ni santé, moi pas malade. Mais pour qui ça, moi qu'à plein moi. Aïe, 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 aïe. Y'a des monde qui a souffert dans l'hôpital ou dans la guerre. Moi-même qu'à respirer la joie. Chanter la vie, la 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 la. Respirer la joie. Voilà. Je dois vous dire qu'il y a Patrick Jean-Élie, il a créé une plateforme qui s'appelle Kaomu. C'est une plateforme de musique antillaise. On peut retrouver toutes ces musiques dessus. C'est comme Patrick Jean-Élie, le frère de Barbara. Le frère de c'est celui qui Barbara, joue de la absolument. guitare. Absolument. Alors, vous avez écouté C'est le Bel Begin. Alors, on va écouter rapidement aussi son grand succès qui s'appelle Pied Coco, aussi, avec le groupe Les 5 éléments. Mani en pied coco, café 23 centimètres. Tous les jours, ma ca aller arroser la bêtise. Une idée pour le squeeze. Noix coco. Pour les goûter, pas jouer plus ça, ma fille. Sinon, ou que blessé. Mani en pied coco, café 23 centimètres. Tous les jours, ma ca aller arroser la bêtise. Une idée pour le squeeze. Noix coco. Pour les goûter, pas jouer plus ça, ma fille. Sinon, ou que blessé. Un petit clin d'œil à ces musiciens. On a aperçu Élisée Domergue, il y a Maurice Ferré à la basse, il y a Daniel Dantet à la batterie, il y a Dominique Béroz au piano. C'est des gens avec qui il y a Gilles Rosine aussi qui travaille avec lui. Donc il a un environnement extrêmement intéressant avec des musiciens de grand talent. J'aimerais vous dire aussi que nous avons organisé avec lui un jour un hommage à Kali dans le Big India, c'était merveilleux. J'aimerais également vous dire aussi qu'il est très attaché à Max Rancé, qui a été effectivement un tuteur pour lui. Et voilà, et que vous dire que c'est un musicien sympathique et agréable, et talentueux. Alors, il a été récompensé en 2003 par l'AMA, c'est l'African Music Academy, pour le titre Montée Saint-Pierre, que je vous invite à écouter. Les rivets en mon la djedjet là, la peli ka gade ou, oui ça dit ou, bonjour. Ou ke wè villa éliminé, sous les gars clérés, ou les flamboyants, ville impériale d'art et d'histoire, tu es perle des Antilles, ta beauté nous hypnotise, telle une femme. Où c'est lumière en plein la nuit, ou qu'en parler en silence, où c'est musique, magie. Voilà, Eh Joël ben, merci. Hébert, mais avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Ce qu'il y a de bien avec cette émission, c'est que quels que soient les sujets les plus tristes, les plus polluants, les plus contaminés qu'on traite, on termine toujours avec Christian, tu es indispensable. À la semaine J'essaie prochaine. de faire de mon mieux. À la semaine prochaine. Et merci toute l'équipe, David, Johan, c'est Johan, paraît-il, c'est pas Johan. Flore. Qui est encore Mehdi, Max, Max. Florent, et puis vous tous, mes amis. On se voit peut-être la semaine prochaine, On essaye. si Dieu veut. C'est la formule, on est clair. Bien sûr. À bientôt, chers téléspectateurs.